Il n'y a aucun doute, je crois que vous savez où nous sommes cette semaine. L'ouverture de la pêche à la truite, c'est ce week-end. Nous diffusons avec une semaine de décalage. On va faire le point tout de suite, c'est parti. Nous nous retrouvons tout de suite avec Jean-Louis Mougin, bonjour. Bonjour. Alors je rappelle que vous êtes président de la PPMA d'Épinal et environ. Donc c'est l'association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique. Oui. Et donc là aujourd'hui, grand jour, l'ouverture de la pêche à la truite. L'ouverture, voilà. Un des grands temps forts quand même de l'année. Avec la météo adéquate pour être dehors. Voilà. Oui, c'est le renouveau, c'est le printemps. Ça s'est fermé depuis le 3e dimanche de septembre. Donc les gens attendent ça parce que déjà pour ressortir, en plus on a un petit peu marre. On a vraiment de la chance. Voilà, on a de la chance. Donc là je précise, on est à Jessay, oui. Un lieu que vous appréciez, c'est vous qui nous avez donné rendez-vous ici. Alors bon là il s'avère qu'il n'y a pas beaucoup de pêcheurs parce qu'ils sont peut-être déjà un petit peu partis sur d'autres zones, oui. Mais c'est un lieu qui est sympa pour pêcher. Disons qu'on est en milieu, on va dire, à la fois campagne et urbain. Ouais. Donc on peut venir à pied pour les habitants et puis on est tout de suite dans la nature. On n'a pas besoin d'aller très très loin. Ouais. C'est pour ça que c'est sympa. C'est pratique. Ouais, c'est pratique. Alors là, ça démarre comment très concrètement? Là, on voit qu'il y a du beau temps, les conditions sont idéales, mais est-ce qu'au final c'est les bonnes conditions pour pêcher? Parce qu'on sait que la truite nous voit peut-être mieux, non? Non, parce que ça fait quand même une dizaine de jours qu'il n'y a pas plu. Ouais. Les eaux ont descendu. Elles sont dans les petits cours d'eau, elles sont relativement claires. Ouais. Donc l'approche, une fois qu'il est passé 2-3 personnes, que ce soit des truites naturelles encore plus méfiantes ou les truites rempoissonnées, elles apprécient pas les passages à répétition. Voilà. Dans les grands cours d'eau, voilà, si on pêche au bon moment de la journée, ça peut le faire. Alors rappelez-nous quel spécimen on va trouver de truite là dans les cours d'eau. Alors on trouve la truite autochtone, c'est la truite fario. Ouais. Voilà, donc uniquement la truite fario. Après, dans les rempoissonnements, dans les endroits où il n'y a plus de truite, c'est-à-dire où ça ne fonctionne plus, on rempoissonne avec des arcs-en-ciel, voire des saumons de fontaine, des choses comme ça qui n'ont comme vocation qu'à être prises assez rapidement, quoi. Et ça déséquilibre pas le milieu naturel, le fait de mettre des truites d'élevage dans des zones? Très peu persistent. Elles sont pratiquement souvent toutes prises. Et comme c'est des poissons qui ne savent pas se nourrir, il n'y en a pas beaucoup qui passent à travers on va pas les mailles du filet, mais qui réchappent aux hameçons des pêcheurs. Voilà. Alors il y a toutefois des réglementations, il y a un nombre de prises, une taille de truite à respecter. Rappelez-nous un peu comment ça marche. Oui, alors la taille, selon la situation géographique, ça c'est parfois un petit peu compliqué. On a des tailles qui peuvent aller de 20 à 25 cm. Et un nombre de prises limité à 6 salmonidés par jour et par pêcheur. Et cette taille qui diffère, c'est peut-être aussi par rapport à la zone dans laquelle on se situe. C'est ça. Le cours d'eau. De première ou de deuxième. Non, surtout. Oui, également, parce que plus on descend bas, plus le cours d'eau est important, plus la taille va être élevée. Mais dans les tout petits cours d'eau, on sait que les truites n'ont pas un développement rapide. Elles n'atteignent pas des tailles énormes tout de suite. Et en fait, ce qu'on guette, c'est protéger au moins une reproduction. Oui. Qu'elles aient le temps de se reproduire une fois. C'est ça la taille légale, c'est protéger pour qu'elles puissent assurer l'espèce. Alors, dans les Vosges, on se place comment? On est un département où il y a beaucoup de pêcheurs. Oui, il y avait comme tout, sur le plan national, il y en avait plus. On a maintenant encore une dizaine de mille de pêcheurs, c'est-à-dire des pêcheurs avec carte de pêche, donc avec une licence. Donc 10 000 à peu près, c'est ça? 10 000, oui, qui sont, on va dire, des membres actifs. Après, il y a des pêcheurs non recensés, c'est-à-dire des pêcheurs qui vont dans le privé. Et nous, on peut comptabiliser quand même des pêcheurs occasionnels qui prennent une carte vacances ou voire une carte à la journée. Parce qu'ils aiment la pêche mais qui n'ont pas forcément le temps d'y aller, donc ils profitent de temps en temps d'y aller. Donc au total c'est beaucoup de pêcheurs. Si on compte le privé et nous on va dire la pêche publique, ça fait quand même pas mal. Alors justement là vous me parliez des systèmes de cartes, c'est vraiment j'allais dire une carte à la carte, enfin vraiment puis on appelle ça des permis, je précise aussi. Oui. Voilà, on peut très bien pêcher une journée en fait, c'est ça. On peut pêcher une journée, on peut pêcher une semaine, on peut pêcher, c'est un peu fractionné. C'est
encore, à mon avis, même s'il y a eu beaucoup de progrès, c'est encore compliqué parce que les APPMA, oui, ne s'entendent pas toutes forcément entre elles. Il y a des regroupements, je ne vais pas parler de village gaulois, hein, mais c'est compliqué pour quelqu'un de l'extérieur qui arrive, voilà, de s'y retrouver. Mais il y a eu beaucoup de progrès, hein, quand même. Avec la carte, par exemple, d'ici, on aura le GPV, on peut faire 23 APPMA. Et si on prend un supplément urne, on peut aller dans, on va dire, une grande partie de la France. Alors on sait que c'est un sport qui a perdu quand même de la popularité depuis, si on regarde 30 ans en arrière. Malgré tout, est-ce que ça se renouvelle quand même la population de pêcheurs? On voit des jeunes arriver. Oui. C'est là que c'est encourageant. C'est une baisse, mais quand nous on a fait il y a une étude faite par les fédérations, mais nous aussi, et on voit que ça se renouvelle et que ce sont des gens alors complètement différentes de notre génération qui pêchent maintenant. Ils pêchent vraiment en pêche de loisirs, pêchent en eau-kill, ils pêchent au leurre, le flot de tube, le canoë, enfin ils voient beaucoup de choses, la carte, ouais. Voilà, et ils sont très intéressants parce qu'ils ont une connaissance parfaite. Alors peut-être ils sont un peu pervertis, comme nous tous, par le système commercial, hein, qui nous vend toujours beaucoup trop de choses, mais pour en avoir plein les armoires. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que maintenant on a cette jeune génération, mais qui vraiment plus de 30% de nos effectifs. Et des femmes, il y en a, parce que ça c'est encouragé aussi, il y a des cartes de pêche spéciales qui coûtent moins cher pour leur donner envie. Est-ce que ça prend? Moi je dirais que ça stagne, c'est pas encore la chose. Il y a de côté un petit peu bizarre, hein. On touche des appâts bizarres, c'est pas forcément féminin, l'amorçage c'est bizarre, un poisson c'est gluant, donc ça c'est des choses encore qu'il faut démystifier, mais après qui peuvent être faites. On peut aller à la pêche si on est accompagné, voilà, il y a des étapes où on peut pallier à ça. Mais par contre, le côté découverte, le côté nature, les intéresse. Voilà. Par contre, les femmes qui pêchent seules, qui partent toutes seules, sont très rares. C'est souvent accompagné dans un groupe d'amis ou avec leur conjoint. Elles se greffent à quelque chose plus qu'une initiative parce qu'en personnelle. plus c'est sympa quand on va en groupe, voilà, qu'on retrouve ses amis. Puis si on veut les avoir, si on a un mari passionné ou des amis passionnés, eh ben on se joint. Parce que c'est convivial, hein, c'est surtout ça. C'est ce que vous aimez vous personnellement. Voilà, oui, voilà. C'est avoir le côté, je dirais, social un petit peu, où on rencontre, on n'est pas cloisonné chez soi, même si c'est un sport individuel, on va dire. Mais au moins, c'est bien parce que les rencontres sont toujours passionnées. Très bien, merci Jean-Louis Mougin d'avoir répondu à nos questions. On va parler du rempoisonnement qui a eu lieu il y a quelques jours du côté du port d'Épinal. On est allé faire un reportage et on se retrouve juste après. Merci. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y avait de l'animation ce mercredi matin au port de la Cité des Images, où les membres de la APPMA d'Épinal et environ, association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique, attendaient impatiemment l'arrivée de ce pisciculteur venu livrer près de 300 kilos de pharios et arc-en-ciel, truite d'un peu plus de 2 ans et destinée à être remise à l'eau en divers points de la Moselle. La APPMA d'Épinal et environ investit chaque année de 30 à 40 000 euros pour ses opérations de rempoisonnement. Elle a fait appel sur ces images à la pisciculture du Frébarry, lac Certigny, où nous nous étions rendus la veille et où son propriétaire enchaîne depuis quelques jours les livraisons. Là, je vais sur le secteur de Vittel, Houécourt, Tess-sous-Montfort, Paray-sous-Montfort, tous ces secteurs là-bas. Donc c'est la société de pêche d'Houécourt qui m'a passé une commande là, comme tous les ans. J'y vais 2 fois, là. J'y suis allé samedi dernier et j'y retourne cet après-midi. Une commande de combien ? Là, on a 250 kilos. La pêche dans les Vosges, principalement secteur montagne, dans le collimateur de l'Association française de protection animale, PAZ, pour projet Animaux Zoopolis, qui a demandé aux mairies de Xon-Rue-Longemer et de Gérardmer de se mobiliser contre les actions d'empoisonnement prévues pour l'ouverture de la pêche de loisirs. Nous avons tenté sans succès de joindre le maire de Gérardmer. Ils sont environ 10 à 12 000 pêcheurs dans le département, sans compter ceux en étant privés.
Nous nous retrouvons au bord de la Moselle, à Archette, du côté de Bazin-Pré. Je suis accompagnée de Frédéric Schneider. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la PPMA de Arche. C'est ça. Et donc, on vient de voir dans ce reportage-là le rempoisonnement. Pourquoi est-ce que c'est nécessaire, en fait, de faire ça en amont de l'ouverture de la pêche? C'est pour l'ouverture, pour empoisonner, puisque bon, les milieux naturels ont subi pas mal de tracas. Donc, il y a aussi un manque, faut le signaler, un manque de poissons. Et donc, ça permet d'une part, de donner l'occasion aux pêcheurs de prendre du poisson, puisque c'est l'objectif premier. Et puis ça permet aussi, ça préserve en même temps les poissons autochtones. Ça met moins de pression sur une pression de pêche qui est quand même augmentée dans les moments de l'ouverture. Alors pourquoi est-ce que le poisson il se renouvelle plus suffisamment? C'est les conditions d'eau, c'est quoi finalement? C'est un ensemble de facteurs, je pense. Hein. Il y a les prédations diverses, les cormorans par exemple, il y a les pollutions récurrentes, même si on ne les voit pas, elles existent. La nature a évolué aussi, les zones de reproduction qui diminuent, donc tout cet ensemble fait que forcément la population diminue. Là, dans le reportage qu'on a vu, le rempoisonnement, il a eu lieu mercredi du côté du port d'Épinal, mais vous le faites le plus tardivement possible. Le plus tardivement possible, d'autant plus qu'aujourd'hui, avec la prédation des cormorans, les poissons cormets, c'est pour les pêcheurs, c'est pas pour les cormorans, bon, même s'il faut qu'ils vivent, donc on le fait le plus tard possible. Et puis aussi parce que ça dévale beaucoup, donc l'idée c'est quand même d'avoir les poissons pour les pêcheurs de votre APPMA et pas ceux de la PPMA d'à côté. Tout à fait. La truite, on estime, bon là ça va, les niveaux d'eau sont pas très élevés, donc il n'y a pas une dévalaison énorme, mais s'il y a de la dévalaison, on estime qu'une truite peut dévaler jusque 500 mètres, voire plus si les eaux sont très hautes. Donc au bout de 3-4 jours, elles sortent de votre zone d'APP et puis c'est pour les pêcheurs voisins. C'est un peu dommage. Dommage pour nos pêcheurs surtout. Oui, ça. Jusqu'à il y a peu de temps, vous aviez une écloserie locale qui a ouvert dans les années 90. Oui. Et là, ça fait quelques temps que c'est un petit peu compliqué. Vous n'avez pas reçu les autorisations de l'Office français de la biodiversité récemment pour pouvoir justement gérer cette écloserie. Voilà. Oui, c'est exact. On avait mis en place une écloserie, enfin mes prédécesseurs, dans les années 90, juste un peu avant, et donc ça marchait très bien. On produisait entre 20 000 et 25 000 alevins par an. Le but c'était de préserver la souche locale, la truite fario locale. Et voilà, donner un petit coup de pouce avec un but pédagogique, parce que les écoles participaient et puis on montrait aux enfants le développement, la vie de la truite. Dans l'association, ça permettait d'avoir une activité phare qu'on appelait Fario Plus d'ailleurs, et qui nous permettait de fédérer les pêcheurs aussi devant ce projet. Et donc à l'ouverture de la pêche, ça permettait d'avoir déjà du poisson et puis qui était du poisson de souche en quelque sorte. Tout à fait, ça nous permettait de garder la souche locale, puisque les truites elle varie légèrement entre les différents bassins, et donc ça nous permettait de conserver la truite locale autochtone. Alors, est-ce qu'on vous a donné une explication? On vous a dit pourquoi cette autorisation n'avait pas été délivrée, ou alors peut-être que vous avez votre idée sur la question? Alors, j'ai plus mon idée sur la question que des explications des autorités. Nous avons eu des travaux qui ont fait qu'on a pu bénéficier d'une passe à poissons au niveau du ruisseau d'Argent d'Archette. Donc ça peut être une des causes de l'OFB d'avoir le refus. Par contre, au niveau des autres ruisseaux, on a d'autres endroits où il y a des infranchissables, où les autorisations n'ont pas été validées. Et on a eu un blocage, une non-autorisation d'exploiter notre écloserie cette année pour la deuxième fois, puisqu'on avait repris entre-temps. Et on ne comprend pas, à notre but au niveau associatif, on ne comprend pas, et beaucoup d'APP ne comprennent pas. Oui, parce que vous n'êtes pas les seuls concernés. On n'est pas les seuls concernés. Il y avait une bonne vingtaine d'écloseries dans les Vosges. Aujourd'hui, il en reste moins de 10.
Merci Frédéric d'avoir répondu à nos questions. On fait une seconde pause dans cette émission et on va parler plutôt de pêche à la mouche. Alors du côté de Saucourt, donc avec connu. Des étangs très connus, voilà justement. On a fait un reportage l'année dernière, on va le regarder et on se retrouve juste après. Non, 50,9. Okay. 15 manches de 45 minutes chacune pour sortir de l'eau et relâcher dans la foulée le plus de truites possible. Un format de concours classique pour les 30 pêcheurs qui participaient au championnat de France de pêche à la mouche de première division le week-end dernier. Et c'est au club Vosges-Mouche que la fédération avait attribué la compétition sur le site de Saucourt. Rien d'étonnant quand on connaît la réputation du réservoir de la Moyenne-Moselle. Pour faire les compétitions, on adore venir à Saucourt. C'est un lac qui accueille beaucoup de compétitions chaque année maintenant et qui est devenu très réputé pour ça. Et on aime venir, en tant que compétiteur, on aime venir à Saucourt pour faire les compétitions. Et Saucourt est un des plus beaux réservoirs de France, avec une densité de poissons qui est régulière, une gestion qui est super bien faite, avec des chalets, avec un plan d'eau et des hébergements qui sont quand même très bien. Et en plus de la mouche, il y a quand même tous les étangs à carpe, c'est un haut lieu de la pêche en France maintenant. 400 kg de truites arc-en-ciel ont été spécialement versés pour cette épreuve, en plus de celles peuplant déjà le réservoir. Chacun des participants va tourner sur le site pendant la journée et demie de compétition. L'attribution des spots se fait par tirage au sort, mais au-delà de l'emplacement, d'autres éléments peuvent faire la différence. D'ailleurs, la pêche change très vite quand les conditions changent, quand il y a le vent qui se lève ou qui s'arrête ou qui forcit ou qui change de direction. Là, pour l'instant, ce matin, il n'y avait pas beaucoup de vent, donc ça facilitait pas la pêche. Là, le vent s'est un peu levé, normalement, ça devrait être un peu mieux. Alors il y a des apânes naturels, après on va avoir plutôt des couleurs vives, tu vois, quelque chose de très flashy. En fait le flash va agresser les poissons. Voilà. Et par contre là, après tout ce qui est noir, couleur naturelle, va être plutôt destiné à imiter quelque chose qu'elles mangent, comme quand elles font des ronds comme ça sur l'eau. Champion du monde par équipe en 2023, le Vosgien Jean-Guillaume Mathieu portera le maillot tricolore pour les championnats d'Europe cet été en Pologne. Une passion transmise par son père, devenue un métier puisqu'il est aujourd'hui guide de pêche. Ce qui m'attire, c'est qu'aujourd'hui, on a une diversité de techniques en fait. On peut aussi bien pêcher en surface, en dessous de la surface ou très très au fond. Et après, voilà, notre sport, c'est de savoir s'adapter dans toutes les conditions qu'on peut trouver et s'adapter aux poissons surtout. Le réservoir de Saucourt accueillera encore de nombreuses compétitions dans les prochaines semaines, notamment la 8e édition du Master Kiro, l'une des plus importantes compétitions amicales de pêche à la mouche en Europe. Nous nous retrouvons cette fois du côté d'Avrainville. Je suis avec Régis Leroy, bonjour. Bonjour Anaïs. Alors vous êtes président de la PPMA de Charmes et vous avez choisi ce spot qui est un spot assez prisé par les pêcheurs. Oui. Qu'est-ce qui leur plaît ici? Donc on redécouvre la pêche vraiment à la truite et que sur d'autres secteurs c'est une pêche moins tactique et donc c'est vraiment la pêche à la truite qu'on redécouvre dans les ruisseaux. Alors, ce ruisseau a une histoire particulière parce qu'il a longtemps été laissé à l'abandon après une pollution, c'est ça, il y a quelques années. Une pollution du lisier qui a été déversée dedans. Donc, par un agriculteur. Donc il y a eu une grosse mortalité de poissons et donc il est tombé à l'abandon. Et on a fait une étude avec la Fédération de pêche de Nomexy où on a fait 2 pêches d'inventaire en aval et en amont pour retrouver les espèces qu'on trouvait. Et on a trouvé de beaux poissons que le ruisseau revivait. Donc c'est pour ça qu'on remet de la truite et puis ça fait plaisir à nos pêcheurs, à nos adhérents. Et là c'est assez récent en fait, hein, ça fait 2 ans. C'est la deuxième année qu'on pratique l'ouverture de la truite sur ce ruisseau. Et donc là, vous avez rempoissonné il y a quelques jours. Qu'est-ce que vous avez mis comme espèce? On a mis de la truite fario, arc-en-ciel, et nous avons retrouvé dans le lot des saumons de fontaine. Vous disiez que vous avez fait faire une étude par la Fédération de pêche de Nomexy, mais de manière générale, les pêcheurs, c'est un peu les sentinelles le long des ruisseaux. On est là aussi pour observer le milieu aquatique, voir comment il se porte. C'est un rôle que vous avez. Donc, tous nos pêcheurs se retrouvent au bord de l'eau. Et toute intervention, s'il faut intervenir sur une pollution, c'est les premières personnes qui alertent sur des problèmes sur les cours d'eau. Et justement, comment vous l'avez vu? Alors je ne sais pas depuis combien de temps vous-même vous êtes pêcheur, mais comment vous avez vu évoluer les milieux au fil des années? On sait qu'il y a, alors déjà il y a des problèmes de pollution, mais il y a aussi des règlements climatiques de plus en plus marqués. Oui.
Donc sur les cours d'eau, moi je pêche depuis tout jeune. Donc moi je vois les changements qui se passent sur les cours d'eau, sur la Moselle, l'abaissement du niveau de Moselle, le lit qui descend. Donc voilà, donc ça c'est avec la sécheresse, tout ça. Les effets climatiques. Puis on sait que les truites, c'est des poissons qui n'aiment pas les eaux chaudes. Hein. Oui. Donc oui, la température monte aussi, donc on retrouve des espèces sur des cours d'eau qu'on ne retrouvait pas avant, parce que l'eau se réchauffe, donc on a du silure qui remonte, parce qu'ils aiment bien les eaux chaudes. Donc voilà, donc c'est l'effet climatique, et ça, contre nature, on ne peut pas faire grand-chose. C'est sûr. Et il y a aussi également, et là surtout on s'en rend compte depuis l'année dernière, eu beaucoup d'eau, beaucoup de pluie qui ont généré aussi des inondations. Les rivières parfois sortent de leur lit. Est-ce que ça a un impact aussi sur les milieux aquatiques? Oui. Donc sur les inondations, c'est vrai que le poisson est dérangé. Donc c'est vrai que sur les inondations, on a la Moselle par rapport aux inondations, son lit se déplace. Fait des effondrements de berges, et donc les niveaux changent. Ouais. Mais il y a aussi tout un travail que vous faites aussi pour aider le poisson à se reproduire et puis ramener du poisson sauvage ici. C'est notamment un de vos objectifs, c'est de mettre de la truitelle. C'est de remettre de la truitelle en amont. Ouais. Parce que le milieu, le ruisseau se prête bien, le fond se prête bien, et nous avons retrouvé des espèces de poissons comme le verron, la loche, le chabot, le spirlin. Pas énormément de prédateurs comme le chevenne. C'est le même ruisseau que celui-là, et c'est vraiment sur la partie du dessus, c'est vraiment propice pour refaire de la truite. Donc là, l'avenir de ce ruisseau qui s'appelle le Colon, je précise, c'est assez particulier. Et plutôt, ça s'annonce plutôt bon alors. C'est exact. Ouais, très bien. Voilà. Merci Régis d'avoir répondu à nos questions. Mais de rien, Anaïs. On regarde les infos de la semaine. Environ 6000 articles à tout petit prix et pour tous au centre des congrès d'Épinal. La bourse aux vêtements de printemps et d'été a comme d'habitude trouvé son public mercredi et jeudi. Organisé par l'association des familles d'Épinal et des environs, ce rendez-vous demeure un incontournable pour les adeptes de la Chine et des achats éco-responsables. Sur 2 jours de vente, la moitié des articles ont ainsi trouvé preneur. C'est moins qu'il y a quelques années. Concurrence oblige de plusieurs boutiques de seconde main en centre-ville, mais les recettes permettent encore de couvrir les charges et donc de rendre service, notamment aux familles les plus modestes. Prochain rendez-vous mi-octobre avec la bourse aux vêtements d'automne et d'hiver. Pour se rendre en classe, une large majorité des élèves de Xertigny et d'Ounou se fait déposer en voiture, mais parmi eux, 37% habitent à moins de 10 minutes à pied de leur école, 47% à moins de 10 minutes à vélo. Dans ces 2 communes, un plan mobilité vise à réduire cette dépendance à la voiture et a été signé ce vendredi en mairie de Xertigny. Pour favoriser des alternatives telles que la marche ou le vélo, les cités vont avoir à repenser et réaménager l'espace public. Pour les élus comme pour les familles, le trajet jusqu'aux écoles doit être sécurisé. Un projet porté par la communauté d'agglomération d'Épinal, dont les agents organiseront des ateliers de sensibilisation et encadreront dans un premier temps les trajets. Et voilà, cet hebdo est terminé sous un beau soleil. J'espère que cette émission vous a plu. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Et la grande échéance à venir pour les pêcheurs, c'est l'ouverture de la pêche au carnassier fin avril. À très bientôt.